Nos sages, ils ont dit que celui qui se met en colère, il est comparable à un Oved Avodazara. C'est quelqu'un qui fait de l'idolâtrie. On se doit d'être libre. Mais attention, quand on est libre, on est responsable. Et c'est pour ça que les Grecs, et ce qu'on en veut à la science grecque, c'est pas sa chorma, c'est qu'elle va trop loin. Elle a réduit l'homme à son physique, à sa fonctionnalité, alors que l'homme est essentiellement autre chose. Et tout son corps, toute cette fonctionnalité, toute cette merveilleuse biologie, ne sert qu'à supporter notre neshama dans ce monde-là pour vivre de manière spirituelle, pour vivre au-delà de l'immédiat, du matériel, des désirs et des pulsions. Des pulsions de ma colère, des pulsions de mon adrénaline, des pulsions de ma sexualité, des pulsions de tout ce que je ne peux pas contrôler, et je ne suis plus libre. J'ai un nouveau Dieu, c'est l'adrénaline. Avodazara, celui qui se met en colère, il fait Avodazara. Qui c'est son Dieu? L'adrénaline. Il n'est pas capable de résister contre son adrénaline. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter contre la mort. Je veux dire, je veux pas mourir, je veux pas avoir de fièvre, je veux pas avoir de fièvre. Je peux pas. Mais il y a un certain nombre de choses, énormément, que je peux contrôler un maximum. Et ça, c'est le minimum de ce que la Torah nous demande. Être libre. En benechorim et la sek betorah. Il n'y a d'homme libre que celui qui s'occupe de la Torah, parce qu'il apprend que dans son moi, il a énormément de leviers de commande. Il a énormément de leviers de commande qu'il est capable, qu'il doit gérer, qu'il doit contrôler. Je vais pour illustrer un petit peu ce qu'on est en train de dire, je vais vous lire un passage d'un scientifique qui s'appelle Émile Dubois-Raymond. C'est pas un chelou. Hein. Émile Dubois-Raymond, c'est quelqu'un qui, il y a quelques années, un grand scientifique qui faisait autorité dans les neurosciences et dans la psychologie comportementale, etc. Bon, un grand scientifique. Ouais. Et il a écrit un livre qui s'appelle Développement de la pensée freudienne, dans lequel il a écrit... J'ai pas lu tout le livre, mais parce que quand je suis arrivé dès le début, ça m'a déplu. Je vais vous lire le début. J'engage solennellement ma parole. C'est déjà là, je suis pas d'accord. Il n'a rien dit, je suis déjà contre. C'est pas parce qu'il s'appelle Émile Dubois-Raymond. Il a dit quelque chose de fondamentalement choquant. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, dans ma formation, je suis un scientifique, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la recherche nucléaire. J'ai jamais rien affirmé solennellement, j'ai jamais donné ma parole solennellement parce qu'on serait foutu de moi. Parce qu'un scientifique, il amène des chiffres, il amène des équations, il amène des preuves. Il n'a pas à prouver solennellement, à donner solennellement sa parole, mais on s'en fout de ta parole. Un scientifique, il ne donne pas sa parole. Un scientifique, il prouve. Il amène des équations, il amène des chiffres, il amène des expériences. Bon, déjà, je me méfie. J'engage solennellement ma parole sur cette vérité. Tiens, c'est déjà une vérité. Il n'a rien prouvé, mais c'est déjà une vérité. Vous acceptez un truc pareil? Quelle mauvaise foi. Quelle est cette vérité sur laquelle notre grand neuropsychologue engage solennellement sa parole? Il n'y a rien d'autre dans notre organisme que des réactions physico-chimiques. Dans le cas où on ne peut expliquer, on devra découvrir de nouvelles forces égales en indignité, moi je dirais en indignité, aux forces physico-chimiques. Donc, ce monsieur-là, il a bien compris quand même que on n'est quand même pas prêt de trouver la molécule qui fait que quand j'écoute une symphonie de Beethoven, ça m'émeut et puis que j'ai les larmes aux yeux. On n'est pas prêt de trouver la force et la molécule et la chimie qui fait que quand je lis un Tehillim, que quand j'ai des instants d'empathie, de désir de m'élever, de sensibilité, d'humanité, d'amour, que j'ai toutes ces qualités profondément humaines, profondément divines, parce qu'il y a une partie divine en nous. La neshama du juif, elle vient de Kisemi Ma'al. La neshama de l'homme, elle vient de Kisemi Ma'al. La neshama du juif de manière un peu plus élaborée. Mais tout ça, c'est nier cette dimension-là. Comment on va y arriver? Il a bien compris qu'on n'y arrivera pas. Donc, lorsqu'on trouvera des forces égales en dignité, alors on va parler des trucs dans les philosophies extrêmes orientales, de couleurs, d'énergie, de force, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai oublié le nom là. Il n'y en a pas qui pratiquent un peu ce genre de truc là, méditation transcendantale, je ne sais pas quoi. Voilà, il y a des énergies, il y a des forces, tout ça. On reste dans le matériel, on n'a pas bien compris, mais ça reste du matériel. Le magnétisme. Non, c'est pas ça. Ouais, ça aussi, mais je ne pensais pas à ça. Il y a un truc avec des couleurs et des ronds, je ne sais pas quoi. Le yin et le yang. Ouais, par exemple. Bon, c'est pas ça non plus, mais ce genre-là. Donc c'est des énergies, le yin, le yang, le truc, le machin, hop. Donc, c'est pas de la chimie, mais rassurez-vous,
c'est surtout pas Dieu. C'est surtout pas la liberté. Ce sont des forces qui me contrôlent. Ce sont des forces qui me contrôlent. Ce qu'on vient de dire là, cette mauvaise foi, cet engagement solennel de sa parole, c'est la source de ce pourquoi on appelle la science trop chère. On va aller un petit peu plus loin dans l'horreur, parce que ça, c'est pas très méchant. On va faire mieux. Vous avez entendu parler de... Il y en a qui ont une formation scientifique? Un petit peu? Beaucoup? À la folie? Pas du tout? Bon, vous avez tous, ou peut-être certains, entendu parler de Sir Francis Crick. Bon, non, d'accord, je l'ai dit avec l'accent anglais. Crick, Francis Crick. Hein? Qui a entendu parler de Francis Crick? Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Sir Francis Crick, c'est le premier décodeur de l'ADN. Prix Nobel de biologie 1968. C'est un pas de géant dans la compréhension des fonctionnements de l'homme. Sir Francis Crick. Je vais vous lire un passage qu'il a extrait d'un discours qu'il a fait dans une conférence intitulée Les ramifications sociologiques de la biologie, donnée à l'Université College. Vous allez voir que ce qu'il a écrit est tellement choquant qu'il ne faut pas croire tout ce que raconte le Père Nobel. D'habitude, on rigole là. Alors, pour ceux qui ne croient pas ce que je vais dire, il faut regarder le numéro de Nature, numéro 229, novembre 68, page 429. Ceux qui veulent la référence, je leur donne rien. Alors voilà ce qu'il dit, notre prix Nobel. L'explosion de la population liée à la diminution des ressources nous oblige à envisager les mesures suivantes. Il y a trop de monde sur Terre. On ne devrait plus continuer à considérer toute vie humaine comme sacrée. On ne devrait pas permettre l'idée que chaque personne a une âme et qu'il faut lui sauver la vie à tout prix. Parce que pourquoi sauver la vie de quelqu'un d'inutile? Après tout, puisqu'on est en train de réfléchir le monde, de comprendre le monde uniquement à travers la rationalité, c'est-à-dire cette chokhma, mais cette chokhma qu'on a voulu à la place du Beth Amikdash, à la place de l'huile sainte. On en a fait une huile impure. C'est de la chokhma, c'est de l'intelligence. Mais il y a quelque chose qui est la négation de l'âme, qui est la négation de Dieu, qui est la négation de la spiritualité. Quand on arrive à fonctionner comme ça, on arrive aussi à dire que toute personne qui a une âme, même si elle... Qu'est-ce qui compte? C'est est-ce que je suis utile à la société? Est-ce que je produis quelque chose? Un handicapé, un mongolien, un vieillard, ça ne sert à rien. Il faut les dégommer, il faut s'en débarrasser. On ne devrait plus considérer que la vie est sacrée. Il faudrait plutôt reconsidérer le statut de la vie et de la mort. Petit b. Si par exemple, je ne plaisante pas, hein, ça a été écrit. Si par exemple on considérait qu'un enfant naît également à l'âge de 2 jours, on pourrait l'examiner pour voir si c'est un membre acceptable de la société humaine. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, on n'est pas très loin, parce que nous on considère qu'un embryon, c'est un être vivant. Il y a des halakhot, si par exemple l'embryon il met en danger la vie de sa mère, alors la mère a la priorité sur l'embryon, mais si il a commencé à sortir la tête par exemple, alors là on ne peut pas intervenir parce que, je ne sais pas lequel sauver, les deux sont des êtres humains. En tout cas, tuer un embryon pour rien, quand il ne met pas en danger la vie de sa mère, ça n'a pas de sens. C'est un meurtre. Ben nous on fait ça. Hein, une femme, elle fait une échographie, elle voit que l'enfant ne sera pas normal, bon, on le dégomme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire ce gosse? Il va empoisonner la société, il va empoisonner notre vie, il va empoisonner la société, il va coûter cher à la sécurité sociale, et il ne produira rien. On n'a pas besoin d'un productif. Alors, 2 jours. 2 jours, ou embryon, c'est presque la même chose. Vous êtes scandalisés? Ouais, il y a de quoi. Mais en tout cas, c'est pas de la science-fiction. Parce qu'aujourd'hui, dans le Parlement anglais, on est en train de discuter sur des lois comme ça. On est en train de voir si ça vaudrait le coup de laisser vivre un enfant pendant 1 ou 2 jours pour voir s'il est vivable au sens de la productivité, ou bien non, s'il ne sert à rien. Petit c. Il pourrait également être souhaitable de définir la mort à l'âge de 80-85 ans et d'interdire l'utilisation d'équipements médicaux coûteux à partir de cet âge. On pourrait aussi exiger des personnes âgées qu'elles distribuent une grande proportion de leurs biens. Ce qui m'intéresse, c'est que quand il a écrit ça, Crick, il devait avoir dans les 30 ans, en 68. Donc aujourd'hui, il est quand même dans la mauvaise tranche d'âge. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dirait.
Bon, en tout cas, c'est quand même assez grave. Hein. C'est-à-dire qu'un vieux, il y a un film qui est sorti il y a très longtemps, Stanley Kubrick, Soleil vert. Il y en a qui ont vu, qui ont entendu parler? Soleil vert. Le soleil s'éteint, il devient vert, il est plus rouge. On ne sait plus quoi faire, il n'y a pas assez à manger. Alors quand quelqu'un devient tous les ans, il passe des examens, et quand quelqu'un il a raté son examen, qu'il n'est plus suffisamment productif, on le tue et on le mange. Pas comme des cannibales, hein, on transforme en petit cachet bien propre et tout ça, on le mange. Les improductifs n'ont pas de place. C'est pas de la science-fiction, c'est pas un film d'horreur. C'est Sir Francis Crick, décodeur de l'ADN, prix Nobel 1968. Le docteur Crick a écrit aussi « Je ne pense pas qu'il soit juste de donner une éducation religieuse aux jeunes enfants, parce que ceci est lié à cela. Il faudrait plutôt leur enseigner le point de vue scientifique moderne sur la place de l'homme dans l'univers et la nature de la vérité scientifique. » Vous savez, il y a une Guémara qui dit « S'il y a quelqu'un qui vient, un goy, il prend un juif, il lui dit « Tue cet autre-là ou je te tue. » Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse tuer. La Torah, elle a dit, ton sang, qui t'a dit que ton sang est plus rouge que le sien? Alors, on comprend très bien. On comprend très bien, attendez. Si maintenant je dis, celui à qui on a braqué le pistolet sur sa tempe, c'est Rav Steinman. Et celui qu'il doit tuer, c'est le poivron du coin. Il bat sa femme, il est tout le temps sous, c'est un sale type, quoi, vraiment, il ne sert à rien, quoi, le pilier de bistrot. Rav Steinman contre le pilier de bistrot. Ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, Rav Steinman? Il se laisse tuer. Maintenant, on va prendre... Il y a le chef d'état-major de